Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande session journal télévisé dont je vous présente tout de suite le sommaire. Atteindre 3 milliards de dollars en réserve d'échange afin d'avoir un matelas financier conséquent avec une capacité de 3 mois d'importation de biens et services sur les ressources propres. Telle est la décision prise lors de la dernière réunion du comité de conjoncture économique tenue à la primature. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous choisir pour vous informer. Et comme je vous le disais dans le titre, le gouvernement met le cap pour atteindre 3 milliards de dollars de réserve de change. C'est ce qui ressort de la 11e réunion de comité de conjoncture économique tenue mercredi 14 juillet 2021 à la primature et présidée par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde et James Ketambois nous en donnent les détails. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a présidé le mercredi 14 juillet à la primature la 11e réunion du comité de conjoncture économique avec les ministres sectoriels, à savoir les ministres d'État au plan Christian Mwando, les ministres du budget Aimé Boji, les ministres de l'économie Jean-Marie Kalumba, la ministre de l'Emploi Claudine Doussi, les ministres du commerce extérieur Jean-Lucien Boussa, la ministre des Mines Antoinette Samba Kalambay et la vice-ministre des Finances Onej Nsele Mimpa. Il ressort de cette réunion que le gouvernement poursuit l'objectif d'atteindre 3 milliards de dollars de réserves d'échange afin d'avoir un matelas financier conséquent avec une capacité de 3 mois d'importation de biens et services sur ressources propres. Dans ce compte rendu de la réunion fait par les ministres d'État au plan Christian Mwando, le CCE a traité également plusieurs autres points en rapport avec l'évolution économique de la RDC. Nous avons tenu notre 11e réunion effectivement autour du Premier ministre. Nous avons constaté que le taux de change est resté stable, autour de 1988 francs congolais pour 1 dollar à l'officiel et 2022 francs pour 1 dollar au parallèle. Nous avons aussi une augmentation de la réserve de change de plus ou moins 6,25%, passant à 5,37 semaines. Et notre objectif poursuivi est d'atteindre les 3 milliards de réserves de change afin d'avoir au moins 3 mois de réserve. Alors, nous avons également parlé de la question des produits de première nécessité qui a été exposée par le ministre de l'économie. Celui-ci a fait état de la rencontre qu'il a eue avec les directeurs généraux des entreprises et cela a confirmé le fait que la baisse des prix doit être effective incessamment et la baisse a déjà commencé. Madame la ministre de l'Emploi a également exposé concernant la formalisation du secteur informel et elle a donné une feuille de route pour exécuter ce travail et le Premier ministre a demandé que ce travail puisse être approfondi avec le ministre de l'économie et avec les ministres sectoriels. Elle nous a également fait part du risque de grève au niveau des transporteurs routiers et le Premier ministre a accordé l'autorisation pour qu'elle puisse organiser une tripartite avec les employeurs et les conducteurs de manière à éviter toute grève dans ce secteur. Nous nous sommes également apaisantis sur la question des produits pétroliers, du coût des produits pétroliers, particulièrement dans le secteur sud. Le ministre de l'économie a été chargé de poursuivre les négociations et nous avons pris l'option d'examiner en profondeur la question des manques à gagner et le gouvernement pourra aller progressivement vers la vérité des prix. Tout aussi, le comité de conjoncture économique a-t-il constaté que depuis la semaine dernière, le taux de contamination de Covid-19 a diminué dans le pays.
À cet effet, le chef du gouvernement de l'Union sacrée de la nation a exhorté les Congolais à continuer à observer les mesures barrières pour stopper la propagation de la maladie. Allons en province pour vous dire que plusieurs déplacés de Niakungu, Marabo et Irumu au sud de Bunia regagnent leur domicile. Ce retour volontaire est facilité depuis commanda par les camions militaires. C'est à l'issue d'un environnement sécuritaire et favorable observé pour leur rentrée. Suivez plutôt ce reportage. C'est depuis le début de la semaine en cours que le retour volontaire de déplacés est observé à Niakunde, Marabo, Irumu Centre et environ. Des femmes, hommes et les enfants avec leurs bagages sont transportés par le camion de FRDC mis à leur disposition par le gouverneur militaire de l'Ituri, explique le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole des opérations en Ituri. Sous l'impulsion du lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, gouverneur de province et commandant des opérations militaires en Ituri, les forces armées de la République démocratique du Congo ont pacifié et stabilisé la situation sécuritaire dans le chefferie d'Andisoma, Mobala et Basili et autres dans la chefferie de Walendu Bindi en territoire d'Irumu. Geste de l'armée salué par la population du sud Irumu. Ces retours volontaires fait suite à la restauration de l'autorité de l'État et un climat de paix observé dans cette partie de l'Ituri, fruit des opérations militaires, a dit le lieutenant Jules Ngongo. Soucieux de voir sa population de village d'Irumu, Marabo ainsi que de Niakunde de retourner et dormir sur ses deux oreilles, le gouverneur militaire le lieutenant-général Luboya a mis le moyen logistique militaire afin d'embarquer et d'accompagner le déplacé dans leur milieu d'origine. Nous disons que jusqu'ici, le fait final recherché dans ces opérations est atteint. La recherche de la paix dans le territoire d'Irumu et dans l'ensemble de la province de l'Ituri, c'est la détermination du gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, tel que voulu par le président de la République, décrétant l'état de siège dans cette province. Restons toujours en Ituri pour vous dire que la troisième vague du Covid-19 frappe également la province. Le docteur Luchulu, chef du secteur de division à la santé, a tenu à rappeler les mesures barrières contre cette maladie avec en poigne du gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni. Jules Ngongo nous en dit encore plus dans ce reportage. La province de l'Ituri se mobilise à lutter contre la troisième vague de Covid-19 qui refait surface dans cette partie du pays. Un cumul de 699 cas confirmés de cette pandémie, 26 décès, 320 guéris, 321 sous traitement sont déjà enregistrés à l'espace de 4 semaines. Dr Louis Choulou, chef de division provinciale de la santé en Ituri, explique. La situation est très grave. Covid dans la ville de Bunia ne fait qu'augmenter. Le nombre de places commence à être limité parce qu'on a beaucoup de cas sévères qui nécessitent l'oxygène, mais au moins on rassure les malades que la prise en charge pour ceux qui viennent au centre de traitement, ils seront soignés et c'est gratuit. Les mesures barrières sont les mêmes, le port de masques obligatoire en public, lavage de mains avec le savon ou la solution hydroalcoolique, la distanciation physique dans les écoles, dans les églises, dans les salles de réunion, un minimum de 20 personnes. Du côté de l'administration publique, l'air est à la mise en place d'un service minimum. Si nous voyons la contamination des Covid-19, c'est dans le lieu professionnel. Nous devons diminuer quand même les nombres. Le service minimum est envisagé. D'ici là, nous allons mettre sur pied le nombre des agents qui peuvent venir au bureau. En application des instructions du gouverneur militaire de l'Ituri, les maires de la ville de Bunia restent catégoriques. Les autorités provinciales multiplient des messages de sensibilisation et des réunions à ce sujet. Le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, insiste sur le respect des mesures barrières pour vaincre cette dangereuse maladie. Les responsables des différents établissements commerciaux, chacun est appelé à veiller aux différentes mesures barrières sans exception. Précisons que 6096 personnes sont déjà vaccinées contre le Covid-19 en province de l'Ituri. Et contrairement à l'année dernière où ils étaient au nombre de 6, cette année, ils n'ont été que 2 sourds-muets à passer leurs épreuves hors session des examens d'État. Ce troisième jour, Francine Mousseau a tenu à le rencontrer. Suivez plutôt leurs propos. Ces 2 finalistes sourds-muets
passent leurs examens ici au centre de l'Institut Malkia Wambingu. En ce troisième jour, Malki Dogo Wilson et Kaendo Kisokero espèrent moyennement à leur réussite. Les examens de dissertation, ça a été difficile. Les examens de la situation d'intégration écrite a été au moins un peu facile. Aujourd'hui, on a passé l'examen de situation d'intégration écrite. Moi, je ne sais pas. J'attends d'abord les informations. Si j'ai échoué, soit j'ai réussi. Il nous reste 2 examens à passer. Le premier jour, nous avions dissertation. Deuxièmement, la situation d'intégration écrite. Troisièmement, des phases de rapport. Quatrièmement, c'est la situation d'intégration pratique. Aujourd'hui, nous avons la situation d'intégration écrite. Ça s'est bien bon. Et peut bien passer. On nous a posé concernant la déontologie, la correspondance française. J'écrivais ce que je savais. Moi, je ne sais pas. Pendant ces temps, l'enseignante Apipawe qui assure leur suivi note qu'ils éprouvent quelques difficultés pour compléter leurs items. Toutefois, elle rassure qu'une attention particulière leur est réservée. Bon, les examens sont bien déroulés. Mais concernant les sources, quelques lacunes pour compléter les items. Et comment vous faites pour les accompagner, les encadrer quand il y a des problèmes comme ça? Quand il y a des problèmes, on va chercher le chef du centre pour les orienter. Après, moi aussi, je viens d'interpréter. Ben oui, il s'adapte. Par la suite, ces élèves finalistes sourds-muets ont encore 2 examens à passer. Ils vont défendre les rapports et finiront par l'épreuve de la situation d'intégration pratique. Revenons à Kinshasa où le cardinal Musengo Passigna sera inhumé mercredi 21 juillet en la cathédrale Notre-Dame du Congo. Sylvie Fortuné Mboula et Pati Mbouzi y ont fait un tour et ont rencontré quelques paroissiens qui donnent leurs avis. Cathédrale Notre-Dame du Congo. C'est ici que sera inhumé le mercredi 21 juillet 2021 l'archevêque émérite de Kinshasa, le cardinal Laurent Musengo Passigna, à côté des autres cardinaux Joseph Malula et Frédéric Echunzambi Bamwangwabi. Sur place, les paroissiens continuent de prier pour l'âme de celui qu'ils qualifient d'un pasteur infatigable. C'est difficile à ce moment. Nous sommes en train de passer les moments difficiles dans notre archidiocèse. Et nous demandons à nos fidèles de l'Église catholique de continuer à prier pour le repos éternel de l'âme de notre papa cardinal Laurent Musengo Passigna. Komona papa Musengo nenga zalaki na biso tango yisako yebisa biso ke La mort du cardinal Musengo nous a beaucoup blessés. Nous avons appris cette nouvelle comme une foudre dans nos oreilles. Le bon Dieu a donné, il a repris, que son âme repose en paix. Selon le programme des obsèques, la dépouille du cardinal Laurent Musengo arrivera à Kinshasa ce samedi 17 juillet en provenance de Versailles, en France. Autre chose dans ce journal, le monde célèbre le 15 de chaque mois de juillet la journée mondiale de compétences des jeunes. Selon l'Organisation internationale du travail, le nombre de jeunes non scolarisés sans emploi ni formation augmente et les jeunes femmes sont les plus susceptibles que les hommes. Le commentaire est d'Esther Badibiabia. Célébrer le 15 juillet de chaque année, la journée mondiale des compétences de jeunes a pour objectif d'encourager les jeunes à célébrer la valeur de l'acquisition des compétences telles que la construction, la fabrication
et la création comme moyen d'atteindre les succès et l'épanouissement personnel. L'autre objectif poursuivi est de mettre en lumière l'importance de la transition aux jeunes générations des compétences nécessaires à l'emploi, à l'obtention d'un travail décent et à l'entrepreneuriat. Les taux élevés du chômage chez les jeunes est une donnée incontournable d'économie mondiale, que ce soit dans les pays développés ou dans les pays en voie de développement. Le nombre de jeunes non scolarisés, sans emploi ni formation, augmente et les jeunes femmes sont plus susceptibles d'être concernées que leurs homologues masculins, soulignent les derniers rapports publiés en 2020 par l'Organisation internationale du travail. Il faut dire tout de même que, en RDC, le manque de compétences de jeunes est l'une des causes qui fait que des jeunes sur 4 ont du mal à trouver un job. Et ceux qui sont compétents, 1 sur 4 d'entre eux n'arrivent pas à s'épanouir suite au désengagement du gouvernement et la conjoncture du pays. Rappelons que cette journée met l'accent sur l'éducation et la formation pratique comme éléments clés du succès de jeunes qui entrent sur le marché du travail. Vous devrez savoir également que les chauffeurs empruntant l'axe Butembo-Bunia ont décidé de suspendre leur trafic. Ils s'insurgent contre la recrudescence de l'insécurité caractérisée par les tueries de civils par les ADF. Après avoir perdu leurs collègues sur cette route de la mort, les conducteurs de taxi craignent pour leur vie et plaident pour l'intervention des autorités. Suivez. Ici, au siège de l'agence Kalamou, ces voitures sont casées. Ces engins qui roulaient Butembo à Bunia ne font plus les trafics. Depuis la semaine dernière, nombreux conducteurs empruntant cet axe ont décidé de sécher leurs activités à la suite de la recrudescence des attaques ADF dans la région de Komanda. Manzekele est arrivé dimanche à provenance de Bunia. Cela risque d'être son dernier trafic sur cet axe. Depuis Bananja Choma Magari Kwanja Pale 3 antennes. Depuis qu'on a commencé à incendier les voitures au niveau des 3 antennes jusqu'au pont Loya, nous avons déjà perdu 8 voitures et 2 de nos chauffeurs. Cette grève n'a pas de date limite. C'est tout et chacun qui va assumer ses responsabilités pour faciliter la reprise du boulot. Concernant les prix, rien ne vaut la vie d'une personne, même si l'on met $100 pour Bunia, je ne peux pas accepter. Mapassa est l'une des victimes de ces atrocités. Il soutient la grève car il y a 3 mois environ, il a perdu sa voiture dans une attaque des ADF. L'engin a été incendié et Mapassa est devenu manutentionnaire pour espérer gagner le pain quotidien pour sa famille. Il ne me reste que quelques jours pour que je totalise 3 mois sans travailler parce que ma voiture a été incendiée par les ADF. Il y avait 5 voitures, 3 revenaient de Bunia et 2 autres s'y dirigeaient. Nous avons échappé de justesse et nous sommes allés nous abriter dans un cas de FARDC. Pour l'instant, je n'ai pas envie de retourner à Bunia. J'ai encore peur. Paralysie des activités dans les secteurs des transports affecte également les échanges commerciaux. Kao Mamboussa affrète souvent ses voitures pour expédier ses marchandises à Bunia, ce qui n'est plus possible pour lui depuis des semaines. Il invite les autorités à vite restaurer la paix en Ituri et au Nord Kivu. Tunatuma vitu Bunia. Sasa njia tunaona wapi? Namuna ya kupita hakuna na hatujui kama. C'est ici à l'agence Kalamou que j'ai l'habitude d'expédier mes marchandises. Malheureusement, la sécurité sur cette route ne nous permet plus de faire ces transactions. Nous ne savons plus comment nous débrouiller pour vivre. Je suis déjà à bout de mon épargne. Difficile de payer les frais scolaires de mes enfants. Que le gouvernement rétablisse la paix. Shatoka Bunia, mtu atapata makuta ya kulipa wafanyakazi. Yote inazorota hapa Butembo. Depuis quelques jours maintenant, depuis quelques semaines maintenant, la région de Komanda est devenue l'épicentre des attaques ADF. Ces rebelles tuent les passagers des civils dans les villages opérationnels sur cet axe Butembo-Bunia.
Vendredi dernier, le gouverneur de l'Ituri a décidé de suspendre le trafic sur l'axe Komanda-Luna afin de faciliter les opérations militaires. Actualité vue par les autres aujourd'hui, Esther Badibiabe et Patim Bouzi ont rencontré Félix Ilunga, secrétaire de rédaction à Numérica TV. Selon lui, l'actualité est dominée par la levée de l'assignation à résidence du ministre honoraire, du premier ministre honoraire Matata Ponyo. En ce 15 juillet 2021, l'actualité reste dominée par la levée de la mesure de la mise en surveillance, sous surveillance de l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo par la justice. L'annonce a été faite par son avocat, Maître Laurent Onyemba. La justice a estimé qu'il ne présentait pas un danger de s'enfuir et qu'elle a levé la mesure des mises en résidence surveillée. Il a été poursuivi pour l'affaire de la zaïrianisation. À l'époque où il était Premier ministre, il aurait débloqué plus de 110 millions de dollars en faveur de ces étrangers qui ont été expropriés de leurs biens dans cette affaire à l'époque où on avait exproprié les entrepreneurs étrangers à cette époque. Et comme il avait payé, la justice a voulu l'entendre. Il l'a entendu le lundi, le mardi, hier mercredi. Finalement, la justice a décidé de lever cette mesure. Ça, c'est l'actualité du jour. Parmi l'actualité, il y a également, au fil rouge de l'actualité, il y a également cette demande de l'Assemblée nationale pour les membres qui doivent composer l'actuel bureau de la centrale électorale. Dans tous les états-majors, ce sont les tractations qui se poursuivent pour désigner ou envoyer les noms qui doivent être entérinés par la Chambre basse du Parlement. Voilà les deux grandes questions d'actualité ici en République démocratique du Congo ce 15 juillet. Parlons sport à présent dans ce journal. Olivier Kambiré, responsable du développement Afrique du basketball 3x3 et Trésor Nganga, président également du basketball 3x3 en République démocratique du Congo, ont confirmé la tenue à Kinshasa de la 4e édition de la compétition internationale Salamatu Maïga 3x3 demain de 18 ans du vendredi 16 juillet au dimanche 25 juillet 2021 à la place Imka du quartier Matungué dans la commune de Calamon. Patrick Borel-Moukendi et Rigo Moulopo ont signé ce reportage. Donc la 3e édition s'est déroulée en 2018 à Bamako au Mali et la RDC a fait une très forte impression en remportant des trophées et donc c'était tout à fait normal que la RDC puisse remettre ces trophées-là en jeu sur ses porteurs. Cette compétition est une compétition d'équipe nationale africaine. Donc déjà pour prendre part à cette compétition, il faut que vous soyez une fédération nationale affiliée à FIBA Afrique. Voilà, et simplement c'est une compétition sur invitation. Normalement nous attendons 8 équipes en hommes, 8 équipes en dames. Donc les invitations ont été envoyées à certains pays. Malheureusement avec la situation du Covid, comme le Trésor l'a dit, nous avons que 5 pays qui ont confirmé réellement leur arrivée. Sinon il n'y a pas de conditions particulières, c'est un tournoi des éditions qui fait partie du projet de développement de FIBA Afrique dans le sens de la promotion du développement du 3x3 sur le continent. Tout FIBA Afrique qui est ravi d'être ici à l'honneur à travers le 3x3 en RDC et nous souhaitons une bonne compétition à tous. Malheureusement, comme ça sera une compétition à huis clos, nous souhaitons que les amoureux de la balle au panier soient tous derrière leur petit écran. La première des choses, c'est que la compétition se joue le vendredi. Vendredi, il y a un camp de basketball des jeunes parce qu'il y a un coach français qui est arrivé depuis hier,
qui est en ce moment en train de former les coachs congolais sur les techniques de 3x3. Demain, il y a formation encore. Vendredi, il y a l'ouverture du camp qui se fera au niveau de l'UNCA. Samedi et dimanche, c'est la compétition proprement dite. Maintenant, pour ce qui est des mécanismes de suivi qui permettront au public qui n'auront pas accès au stadium de suivre, il y aura un live streaming sur Facebook. Ça passera sur la page 3x3 RDC déjà, en attendant que la technique puisse finaliser si ça passera sur le site FIBA. Actuellement, la compétition est U18, chez messieurs et dames. Notre objectif, c'est de gagner, de conserver les 2 titres cette année. C'est l'ambition avec laquelle nous partons. Votre compétition est là, croisons le doigt, sont tous derrière nos léopards pour pouvoir remporter ces 2 coupes qui sont mises à prix. Et merci au ministre des Sports pour son accompagnement ainsi qu'à nos services qui nous ont accompagnés afin que nos visiteurs soient accueillis dans les bonnes conditions. En tout cas, je tiens à remercier sincèrement les services de migration ainsi que ceux des affaires étrangères qui ont facilité la tâche à nos invités, à nos hôtes, pour pouvoir arriver à destination. À présent, mesdames et messieurs, l'actualité africaine en condensé avec nos confrères de la Voix de l'Amérique. L'Algérie et le Niger ont décidé de rouvrir leurs frontières terrestres fermées depuis 16 mois à cause du Covid-19. L'annonce a été faite par le président Abdelmajid Tebboune en présence de son homologue nigérien Mohamed Bazoum qui effectue une visite de travail en Algérie. La Norvège dit envoyer des soldats au groupe Takuba au Mali pour aider à combattre les djihadistes. 9 pays ont ainsi déclaré participer à Takuba, une unité européenne conçue pour lutter contre les djihadistes dans le Sahel après que la France a annoncé réduire sa présence. En Éthiopie, le Premier ministre Abiy Ahmed a promis de repousser les attaques des rebelles du Tigré qui ont lancé une nouvelle offensive dans la région. Fin juin, elles ont repris le contrôle d'une partie du Tigré, conduisant le gouvernement à déclarer un cessez-le-feu. Le Maroc a annoncé l'envoi à la Tunisie d'une aide médicale de 2 unités de réanimation dotées d'une capacité de 100 lits, 100 respirateurs et 2 générateurs d'oxygène. La Tunisie est en proie à une recrudescence de la pandémie de coronavirus ces dernières semaines. Complément d'actualité dans cette revue de presse sélectionnée et commentée pour vous par Patrick Polidor Ngazem. Vu par les journaux parus ce jeudi 15 juillet 2021, l'actualité révèle entre autres que la grève des médecins déclenchée lundi dernier se poursuit et que ces derniers sont abonnés à un service minimum. Cette grève, constate Forum des As, tombe dans le pire moment où le pays sombre sous le coup de la 3e vague de la Covid-19. Un moment qui requiert la présence d'un plus grand nombre de personnels de santé, les médecins de prime abord. Le gouvernement est, dès lors, invité à se pencher sur les revendications des Toubibs, poursuit le quotidien, non pas avec des palliatifs à court terme, mais en termes de solutions pérennes. Mais il devra aussi répondre aux attentes des infirmiers qui venaient à peine de mettre provisoirement fin à leur mouvement de grève. À l'Assemblée nationale annonce l'avenir, le processus des élections de 2023 est amorcé. Le bureau de cette chambre du Parlement a publié le 13 juillet dernier le calendrier de désignation des membres de la Commission électorale nationale indépendante. Cela, précise le journal, pour se conformer aux articles 10 et 24 bis de la loi organique sur l'organisation et le fonctionnement de la CENI. Ce calendrier couvre la période allant du mercredi 14 juillet au mardi 27 juillet 2021, durant laquelle chaque composante est tenue de désigner ses délégués. Un dossier qui attire aussi l'attention de l'opinion, c'est celui de Matata Pogno. Mis en état d'arrestation et assigné à résidence surveillée, écrit La Prospérité, l'ancien Premier ministre est désormais soumis au régime de restriction de ses libertés. Au terme du mandat d'arrêt provisoire pris à son encontre, écrit le tabloïd, il sera sous la garde des éléments de la police tant que l'instruction de son dossier sera en cours. Évoquant l'incompétence du Conseil d'État quant à l'annulation de la décision du bureau du Sénat portant autorisation de ses poursuites judiciaires et levée des immunités en tant que sénateur, poursuit-il, le quotidien informe que ses avocats sollicitent la main levée
afin de permettre à leurs clients de se conformer aux exigences de la procédure et de comparaître en homme libre. Une demande qui, aux dernières nouvelles, serait encore sous examen, fait remarquer la Prospérité, et ce, au niveau du parquet général près la Cour constitutionnelle, selon les mêmes avocats. Enfin, avec le manager Grognon, l'on apprend que Madame Bachizi conspire avec de Koulouna. Elle aurait peaufiné une tactique d'une simplicité maléfique, selon le journal satirique, à savoir trafiquer des documents pour justifier l'authenticité de l'acte allégué de sa nomination comme directrice générale du cadastre minier, à savoir la fameuse ordonnance 18/138 du 27 décembre 2018. Des informations en possession du journal laissent entendre que la bonne dame conspire actuellement avec des Koulouna et autres Wewa qu'elle aurait déjà circonvenu, conditionné et sudoyé pour les amener à venir la soutenir le 17 juillet prochain lors de la remise reprise mêlée aux agents et cadres du CAMI, une remise reprise qui aura été plusieurs fois reportée. Pour le manager Grognon, si le Premier ministre cède aux sollicitations ou aux menaces de quelque ordre que ce soit, dans ce dossier, il va créer un précédent fâcheux. Bonsoir. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par cette revue de presse que nous allons clore cette édition de journal télévisé. Mais avant de la clore complètement, le rappel de titre. Atteindre 3 milliards de dollars en réserve d'échange afin d'avoir un matelas financier conséquent avec une capacité de 3 mois d'importation de biens et services sur les ressources propres. Telle est la décision prise lors de la dernière réunion du comité de conjoncture économique tenue à la primature. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Si vous avez aimé cette édition, dites donc merci à Patrick Borel-Moukendi qui en a été le coordonnateur. Merci et je vous retrouve très prochainement. Au revoir.